Auditeurs et téléspectateurs de Télémétropole. Bonjour, c'est un plaisir d'être ce matin à Télémétropole. Bonjour Wendell, bonjour Maggie. Et ici, nous allons partager vos préoccupations par rapport au contexte actuel. En tant qu'éducateur, vous avez des soucis à l'approche de la date, notamment du 24, avec les menaces qu'il y avait sur la tenue ou encore le déroulement des épreuves. Oui, parce que pour nous-mêmes, éducateurs, nous pensons que c'est fondamental que les enfants puissent subir des examens après une année justement de scolarité. J'ai entendu ça et là des arguments disant que oui, mais on peut souffrir parce que c'est pour le changement, etc. Et que s'il faut pas, ceux qui disent qu'il faut que l'école marche veulent simplement dire que le pays va bien. C'est pas ce que nous disons du tout. Nous disons que nous sommes aussi pour le changement, nous autres qui voulons que l'éducation continue à se faire. Parce que même dans des pays en guerre, l'éducation continue. Et je crois que l'école, ce n'est pas simplement un lieu où on transmet les connaissances, c'est aussi un lieu multiple pour ce pays où il n'y a pas un parc, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas de salle de cinéma. Tout se fait à l'école. Et quand il n'y a pas de classe, les parents disent souvent au téléphone, mais ça me va le faire, parce que parfois ils sortent pour travailler. Non, mais cette année a été particulièrement difficile pour les professeurs, les éducateurs, les responsables d'école et les écoliers en particulier, par exemple, en Piltimoun. Maintenant, c'est curieux, par exemple, pour obtenir dans la bouche en Piltimoun, pays loc. Et la parole de pays loc, bon, c'est pas réjoui après réjoui, c'est gain de l'amertume qui traversait les Timoun Sao, angoisse également, balle qui autant dit, parce qu'il y a plusieurs événements de ce genre qui étaient marqués. Alors, comment nous même au niveau de l'école, comment nous vivons ça? Ça nous fait pour Timoun. Est-ce que nous accompagnons Timoun de psychologues de temps en temps pour adresser problèmes que Timoun a vivre? Bon, c'est vrai. Alors, on dit Timoun parce que là, c'est Timoun qui intéresse nous. Elle est l'école. Timoun l'école. Ça ne passe là, même grand monde les conseille, parce que grand monde a besoin d'assistance psychologique. Oui, bon, en fait, tu l'as si bien dit, on a commencé l'année académique de manière assez tumultueuse et on l'a terminée de la même manière et on l'a vécu toute l'année avec la même incertitude, la même angoisse. En fait, ça pour monde qui dans situation politique, ça a fait manifestation, qui a demandé l'école fermée, qui bloque le pays. Faut comprendre que c'est pays que vous mettez en danger. Parce que l'éducation est le pilier de la société. Le petit monde pas à l'école, il rejaillit sur toute société, il rejaillit sur parents qui sont inquiets pour l'avenir petit. Il rejaillit sur pays qui ont des gens qui pas cap. Parce que quand même, il faut reconnaître que tout pays a besoin de citoyens bien formés, besoin de compétences. Et c'est à travers l'école que vous recevoir compétences. Et c'est vrai, Jean Oudien, son situation difficile et délicate pour tout le monde. Mais elle est particulièrement difficile pour écoliers, pour élèves, pour tout le monde que parents ou que société en confie ou l'école. Parce que il crée la CAE une capacité de concentration, parce que il crée la CAE une peur psychologique, une peur de ne pas retrouver leurs parents quand ils reviennent à l'école, une peur d'être agressé dans la voiture, parce qu'en pile vive agression dans la rue, côté il y a crasé machine à croche. Donc, ce sont des enfants presque de la guerre qui vivent la même angoisse, la même inquiétude, la même déstabilisation et qui, les rendements scolaires, probablement au niveau des différentes écoles, s'en sont ressentis, à mon avis. Parce que comment un petit monde concentré et porter son attention à une tâche quand il est préoccupé par son quotidien, par est-ce que maman va rentrer, est-ce que papa sera de retour, est-ce que je pourrai aller à l'école demain, parce que Jean-Roudi Tabdil, c'est un lieu de convivialité maintenant, l'école assume tout, donc tout le monde a besoin, il aime venir à l'école, parce que pour le chita à la cale, il a dit ne sort pas parce qu'il y a des dangers dans la rue, donc il aime se retrouver avec ses pairs. Donc la situation a affecté non pas seulement les adultes, mais aussi, et peut-être de manière plus fondamentale, les enfants, les écoliers, les étudiants, les élèves. Donc,
c'est vraiment une situation, je dirais, catastrophique. Et volet assistance là, psychologique, qu'est-ce que nous pensons? Et effectivement, enfin, je suppose qu'au sein des différentes écoles, la manière dont on a procédé nous autres, c'est que, bon, on fait parler les enfants de la situation, parce que la situation étant ce qu'elle est, on ne peut pas éviter d'en parler. Et il faut en parler, parce que l'enfant va le découvrir à travers ses camarades. Donc, on leur donne l'opportunité d'en parler, et finalement, on t'a saisi, ouais, que Timounan, il rage, il dit, mais c'est pas possible, l'école là, lock. Moi, j'ai besoin de venir à l'école, j'ai besoin de travailler. Et ils perçoivent que c'est voulu que ils pas voulu à l'école, ils pas voulu apprendre. Et ils ont manifesté leur propre colère. Donc, le fait de les mettre en situation, de leur donner une opportunité de s'exprimer face à ça. Et je parle d'enfants tout petits, hein, je ne parle pas en rétophilo où certainement il y a des débats quant à la situation, mais je parle des tout petits qui ont eu l'opportunité de s'exprimer, soit à travers des dessins ou verbalement, et qui ont pris position. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que les enfants s'approprient ce mot-là et ils l'insèrent dans leur vocabulaire carrément. Tout le monde parle de pays lock. C'est pas des paroles que je connais même les petits. Et Wendell, c'est important que nous disions bagaille là, c'est que nous-mêmes, nous pour que les gens nous appuyer toute manifestation qui voulait changement pour le pays. Parce que nous pas estimer que le pays a marché bien, je nous dis là. Cependant, bon gens que manifestation en fait, bon gens que violence l'en vini, et le plus souvent, on remarque, c'est pas grande manifestation non qui n'y a problème. C'est des petits bails, les petits bails à côté cap fait. Parce que quand il y a des grandes manifestations contre la corruption, tout le bail est fait bien. Mais lorsqu'il y a des manifestations, quand il y a des petits groupes qui crasés, qui brisés, c'est là ça, au contraire, au dévier projet lutte là, soi-disant pour changement. L'offre de changement vrai, il faut être capable d'un exemple. C'est-à-dire que une éthique. Parce que nous sommes capables de faire attention. Il y a des gens qui disent que les gens qui parlent et qui disent attention, attention ici, attention l'autre bord, les gens qui mettent obstacle à la lutte peuple haïtien. Non. Au contraire, les gens qui disent attention dérive. Parce que je prends d'exemple, parce que moi, des formations de professeurs, dernièrement, il y a des gens qui disent on garde gilet jaune en France, c'est écrasé, brisé. Oui, bon, c'est pas le même pays, mais l'infrastructure. OK? Oui, même quand on construit plus vite que nous. Mais maintenant, regardez tout mouvement qui commence massif, il commence à baisser. Il a baissé sérieusement, justement, parce qu'il a dévié. Donc, quelque part, ça nous voulait dire nous-mêmes là, c'est que on exclut les gens, on met dehors, non intolérance. Parce que l'intolérance qu'on a dehors qui dure. Et comme éducateur, ben, ça a été un peu laid. Moi, une petite dame qui n'a une machine pour dire, une petite machine, ils font bac, les parents, monsieur, qui sont motocyclettes. Monsieur a dit, soutenez-moi que tu es un boulot. Il m'a dit, même pas, ouais, l'homme ne pas comprendre. Il dit, je boulot sous place. Et puis, je regarde violence là, et puis il me dit, mais il faut faire attention dans le pays, ça. Parce que pendant qu'on a goûté pour changement, qui est nécessaire, mais il faut regarder qui s'en a poté. Pour que justement nous pas développer haine et intolérance. Et ça me permet ajouter dans ça où Didier, c'est vrai que nous pas aucun problème à que monde manifester mécontentement, que monde manifester le désir de changement. C'est vrai, tout le monde reconnaît que le besoin du changement est réel. Mais ce qui est lamentable à constater, c'est que tout le monde sait qu'il y a des changements, qu'il prend la rue, qu'il fait tout le monde peur, qu'il terrorise la population. Il y a des méthodes qui font que ce n'est pas changement qu'ils veulent. Parce que sauver le changement, changer déjà l'attitude. Ou pas qu'à manifester dans la violence, ou pas qu'à écraser, briser. C'est ça tout ancien fait. Il ne pas mener aucun côté. Et ou dit ou veut changement, et ou même pratique. Non, mais ça, est-ce que, parce que tout à l'heure, Ouzi t'a parlé de petites poches, de petits groupes dans gros manifestations. Mais écoutez, est-ce que pas pour nous t'apprendre question en amont de préférence, parce que sur des radios, il y a des appels à la violence à peine voilés qui fait, et c'est pas petit groupe qui a accès dans la radio, c'est des leaders politiques, justement, c'est des normaliers aussi, c'est des éducateurs aussi qui ont fait. Donc en parle dans ce sens, c'est que c'est à plusieurs échelons pour nous question. Est-ce que nous avons un plus gros travail qui a mérité fait jeudi? Oui, son plus gros travail qui a mérité fait, et c'est ça que fait que nous là jeudi dans la télévision, pour nous parler à la population, pour nous parler avec Timounio, c'est que justement, un leadership doit avoir son exemple pour lui. Et un moment, comment je ne peux pas comprendre? Il y a des gens qui disent que comme si je pour me arriver là, quel que soit ça passé,
m'a fait j'en le passé. Il y a un problème là-dedans. Parce que il y a un problème d'éthique, il y a un problème d'exemple. Parce que finalement, lorsqu'il y a des générations, dans l'environnement violence, ça. Et puis, quelques années après, la tourne sur. C'est comme des cas de chevauchons tigre. Et pour le tigre, il est à terre et puis le mange. Nous songeons tout ça, on a accumulé depuis 86. Bagay nous venons de là, tableau, ça, on a regardé dans la communauté, côté Kounyan là, pour nous circuler, ou bien pour monter la caille, c'est négocier un monde pour passer. Un problème évident. Gagner, il m'a dit, pour tous les téléspectateurs, qu'on violence dans le pays qui passe, parce que il y a des gens qui disent, oh, est-ce qu'on n'a pas d'une seule violence, c'est manifestant seulement nous? Non. Non, il y a une violence réelle depuis de longues années dans le pays. Une violence qui crase les jeunesses là, qui fait chômage, qui fait toute qualité de bagaille, qui fait nous vivre dans la précarité. Cette violence est inacceptable. Et c'est normal que les gens campent et disent que c'est inacceptable. Cependant, ça n'a pas dit en tant qu'éducateur, c'est que dans le lever campé, il faut nous lever camper avec dignité. Il faut nous lever camper avec un certain comportement ou attitude qui montrait que le bien commun ne peut pas détruire. Parce que quand je regarde en scène, parce qu'on a les réseaux sociaux, toujours parfois qui ne prennent pas dessus. Et puis pendant mon studio tout à l'heure là, je regardé mon petit monde qui est blessé et puis je me demandé technicien, est-ce que son photo réelle ou bien son bail, vous voyez comme ça? Il dit non, c'est réel. Bon, maintenant, on visage ensanglanté d'un enfant qui a couru parce que on panique. C'est grave, c'est dur. Donc, ce qui veut dire que, je pense qu'il y a un deuxième message qui est important, qui vous rejoint jeudi à tout. Est-ce que pas pour nous plutôt travail pour. Alors, là, je dis pour nous, travail. Je ne vous accuse pas, je ne suis pas en train de vous demander d'assumer une responsabilité qui n'est pas à vous. Est-ce que, entre guillemets, et l'éthiopie, on a le travail, je dis, pour moraliser la politique? Ça, c'est une question difficile. Moraliser la politique, à tous les niveaux, au niveau de monde qui a dirigé, pour qu'on aime qui gens et que de diriger avec respect. Et monde qui a fait politique, tout pour qu'on qui ça que doit dire pendant faire politique, l'on fait campagne pour qu'on qui mentit ou de bail, qui mentit ou pas de bail tout, et qui jusqu'où est capable d'aller en tant que leader politique en faisant des menaces, les appels à la violence. Ça, c'est de la moralité politique. Oui, mais de toute manière, c'est un code d'éthique que la société elle-même devra établir et à laquelle tous ceux qui y participent doivent accepter de mettre en application. Cependant, puisqu'on va parler de l'élite, moi-même, je dois annoncer aussi le fait que l'élite des médias, enfin les médias, devraient aussi prendre sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes la décision de ne pas accorder une voix à des gens qui sont des comment dirais-je, qui menacent le bien commun, qui menacent le vivre ensemble. Parce que beaucoup de ces personnes qui fréquentent toutes les salles de nouvelles sont souvent ces personnes-là qui dérangent cette vie, cette harmonie de la vie en société, qui dérangent le vivre ensemble et qui font des appels à la violence et qui font des appels à la destruction. Donc, il faut nous capables, nous-mêmes, tout au niveau des médias, sélectionner. Évidemment, ou pas faire partie pris discrimination, vous me demanderez comment déterminer qui a une voix, soyez honnête. Nous savons tous qui a un dossier de corruption sur sa tête. Nous savons qui a un dossier d'assassinat sur sa tête. Nous connaissons. Maintenant, on doit avoir, la société dans son ensemble doit avoir le courage de prendre position. Parce que nous accueillons tout le monde. Que les monde de bien, que les pas monde de bien, que les voyous, que les assassins, c'est le même sourire, c'est le même regard, c'est la même amitié. C'est pas possible. L'hypocrisie. Elle nous fait du tort en tant que société. On est tous des hypocrites. On accueille le plus grand assassin avec l'accolade la plus affectueuse de la terre. Et puis, aller au diga, est-ce que c'est pas la peur qui fait ça? Ah, je ne sais pas. Mais ça nous détruit, ça nous empêche de nous unir, ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche de résoudre nos problèmes. Et pour revenir à ce problème de l'éducation, moi, je pense que ces leaders politiques devraient faire acte de patriotisme. Reconnaître que c'est à travers l'éducation que un pays qui a construit tête, que ou capable de meilleur sénateur, meilleur parlementaire, meilleur député, meilleur président, enfin la compétence installée au niveau de la fonction publique, quelle que soit décision, manifestation que vous avez besoin de faire, si vous avez peuple à remettre au marché dans le mouvement, il faut mettre des cordons de sécurité pour protéger les écoles.
aviser que tout le monde l'école doit à l'école, en rien pas privé. Ça, ce serait un bel exemple de patriotisme. Même pas souhaité un courage pour la décision ça, parce que leur but est de toucher la nation, les parents dans ce qu'ils ont de plus cher. Leur progéniture. Et ça, c'est criminel. Et ça, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a besoin de changement. Et ça, il n'y a pas qu'à dire que ces pays a réfléchi. Il y a qu'à dire, ouais, t'es corps, bonne place là, tout pas m'arriver. Et ça, c'est malhonnête. Pour qui ça, politique et moralité ne font pas bon ménage en Haïti? Pas seulement chez nous, sauf que chez nous, avec la France, avec les faiblesses institutionnelles, les plus graves. C'est-à-dire que en Haïti, mon nom est politique m'a fait. Politique m'a fait, ça veut dire que coup de barre, ça veut dire que manipulation, ça veut dire que mensonge systématique, etc. Oui, je pense que ça, c'est important pour nous mettre limite. Parce que de toute façon, on a parlé de créer notre leadership politique en Haïti. Il m'a dit justement ça, et Maggie t'a dit tout à l'heure, l'exemple. Il m'a dit, pourquoi on va être extraordinaire aujourd'hui si nous entendons que des politiciens prennent la parole qui disent attention, nous prenons faire manifestation, mais nous avons assurance que tel bail. Tout le bail n'est pas bon, non, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas qu'à aller. Ils ont toujours de bons prétextes. Après chaque cas, ils disent que le mouvement a été infiltré. Oui, mais il y a une responsabilité aussi. Regarde, c'est très important, il y a une responsabilité. Moi, je pense que, et je le redis, ici et à la télévision, tout le monde qui est là, qui est présent là, qui vient parler là, tout le monde n'est pas à l'aise dans le pays qui est sous-développé, côté situation chômage aggravé, côté des violences qu'a fait, côté gain insécurité foncière, toute qualité de bagaille. Ce bagaille ça que vous quittez traîner, t'es gain pour être mené là. Maintenant, une fois que nous venons à Kafoussa, nous dit attention. Force Kaboumé pour changement, on essaye par reproduire le même. On essaye pas de reproduire les choses qui passaient déjà. On essaye de des perspectives. Ayons le courage de l'imagination. Voilà. Ou pas qu'à réfléchir sur le passé. Voilà. Ou pas qu'à reproduire les mêmes causes. Et les m'appeler toute proposition qu'un tas d'associations font, soit en sérieux. C'est les mêmes solutions. Comme si pas des Haïtiens qui cachita, qui fait preuve d'imagination, qui proposait une autre bagaille. On a peur de l'inconnu. Or, toutes ces solutions qu'on nous propose aujourd'hui, on les a déjà expérimentées, ils ne pas mener d'aucun côté. Donc vous parlez des propositions qui sont sur la table. Toutes les solutions politiques, on les a déjà expérimentées côté Omenen. Chaque année, nous pis mal. On s'enfonce dans la Bible, nous te comprenons, nous te arrivés dans le fond tout et que bon, nous pas qu'à le pi bas, c'est ça, nous t'es habitué, attendez. Là, le dicton a changé, c'est que c'est tout, on s'enfonce. N'a piqué devant, par un côté, nous qu'à arrêter. Donc, il est grand temps qu'on se dise, non, c'est pas possible. On a déjà essayé ça, mais résultat, le bail. On a déjà essayé ça, prenons le risque, faisons preuve d'imagination. Ayons le courage de nous dépasser et puis soyons sérieux, faisant appel à un esprit nouveau, à des jeunes, à de nouvelles mentalités, à de nouvelles personnes. C'est même moun tout le temps qui dans barque politique là, c'est même moun ça tout le temps qui a fait même proposition. C'est clair et net, le message est clair et net, changement il n'y aura pas parce qu'on va dans la même direction, on perpétue les mêmes erreurs, on fait les mêmes fautes et le pays ne fait que s'enfoncer dans l'abîme et le désespoir est presque généralisé parce que dans toutes les couches de la population, vraiment, comme disait Oudi tout à l'heure, tout le monde est désemparé. Presque tout le monde vient aller. Mais on dit beaucoup de aller. C'est chez toi, c'est ton pays, c'est tout le monde aller, qui chita travaille dans le pays. Donc, je pense qu'il y a un sursaut, il y a un réveil citoyen qui doit se révéler pour proposer et le courage de proposer de nouvelles décisions. Je suis fatiguée des mêmes solutions que l'on propose tout le temps, qui n'ont jamais fait avancer le pays. Il y a des gens qui souhaitaient que l'école haïtienne t'a dépolitisée aussi. Vous pensez que c'est possible? Et je pense que le dit ça, c'est pas une école en dehors de la citoyenneté, non, c'est pas ça, je dis non. Sont l'école qui justement pas instrumentalisée par des groupes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas servi avec elles. Elles se comprennent. Par exemple, une chose qui était inquiétant, Wendell, c'était par exemple s'attaquer au symbole même. C'est-à-dire dire, m'a boulé telle institution, m'a boulé telle école. C'est ça qu'on problème là-dedans. Il faut quand même faire reconstruire l'école pour le faire écraser. Est-ce vrai? Parce que donc faut qu'on fasse attention et faut que les leaders politiques
justement, l'exemple en disant, gon ligne rouge, moun pas franchi, l'on a fait revendication, parce que sinon on a tombé dans la même dérive. La question posée par cette personne est certainement adressée aux étudiants de l'université. Au niveau des écoles fondamentales ou secondaires, etc., je ne pense pas oui, pas vraiment, mais à l'université, que voulez-vous, ce sont quand même les jeunes adultes, les nouveaux responsables de demain qui sont en préparation. Donc vous ne pouvez pas leur refuser le droit des débats, le droit d'avoir une opinion, le droit de prendre parti. Ça fait partie des tendances de cet âge-là. Moi-même, remettez le pays à la jeunesse, parce qu'on a une jeunesse qui est fougueuse, qui est, comme toute la jeunesse, elle est capable de venir avec de nouvelles idées. Écoutons-les. Le mouvement Petro Challenger est un mouvement qui, malheureusement, qui semble perdre sa direction, mais c'est un mouvement venu de la jeunesse, un mouvement venu d'une spontanéité et un mouvement qui peut-être, si elle est bien encadrée, pourrait être porteur de ce changement dont nous rêvons. Ce ne sont pas ces mêmes noms, ces mêmes personnes, ces mêmes institutions, ces mêmes, je ménage mes mots, ces mêmes citoyens, ces mêmes politiciens qui vont changer ce pays. Je n'y crois pas. La morale est transmise à l'école et quand l'école est fermée? Quand l'école est fermée, tout est fermé. C'est-à-dire que le pays est fermé. Parce que tout le monde vit autour de l'école. Chauffeur camionnette, machin, etc. Tout est bloqué. Et là, c'est peut-être qu'il y a des gens qui savent l'importance de l'école, c'est pour ça qu'ils ont attaqué l'école. Tu vois, mais nous-mêmes, le message que nous sommes en train de porter, c'est qu'il y a un exemple qui est donné depuis hier, Wendell, c'est que les familles descendent dans les rues avec leurs enfants pour aller aux examens. C'est un signe. Il faut écouter ce peuple. Le gouvernement n'écoute pas, l'opposition doit écouter. Si l'opposition veut changer, eh bien, il faut le tendre. Et on n'a pas cette humilité quand on prétend vouloir diriger un peuple, de l'entendre. C'est pas ça qu'on voulait faire. C'est pas technique qu'on voulait appliquer à stratégie. Il faut tendre mon yo. J'irai plus loin en disant de l'entendre, mais de l'écouter. De l'écouter. Ouais. Parce que les familles sont là, devant les écoles. Ils accompagnent leur progéniture. Ils sont en train de dire aux gens, attention, si vous vous attaquez à l'avenir, mais vous vous attaquez au nan du pays, à l'homme pays. D'accord? Pas oublier, Wendell, que c'est 2 petits qui étaient morts dans Gonaïve qui étaient faits du Valais tombé. En Haïti, nous avons une culture pas moyen de moun. Ok, c'est fondamental, les enfants. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est très important que dans une lutte politique, qu'il y ait un minimum d'éthique. Un minimum d'éthique, ça, au-delà de sortir de tout politicien de tout bord. Des médias. Oui, un minimum d'éthique, mais un minimum de respect des droits de chacun. Des droits de chacun. Il revendique le droit à la manifestation. Mais les parents, les éducateurs et les enfants, nous revendiquons le droit à aller à l'école dans un pays, dans un climat sécuritaire, avec une protection adéquate. Donc, la liberté de chacun s'arrête au comment celle des autres. Ils sont prêts à tuer pour avoir le droit à manifester. Et pourtant, ils condamnent la nation quand ils ferment les écoles, quand ils ferment le seul espace de vivre ensemble. Parce que plus rien, comme disait Woody encore tout à l'heure, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de lieu de rencontre. Et toutes ces rencontres sont faites autour de l'école. L'auditeur disait tantôt que l'école est fermée, pas de moralité. C'est pas vrai du tout. L'école n'est pas là pour remplacer les parents, ni pour remplacer l'éducation familiale. Et là encore, c'est une autre injustice de ces crises permanentes, de cette transition permanente en Haïti. C'est que la famille haïtienne est disloquée à cause de cette insécurité, de cette incertitude, de ce bien-vivre qui n'est pas bon en Haïti. Les familles sont disloquées. On envoie femmes et enfants à l'extérieur. Et puis papa reste ici, ou l'inverse, pour gagner le pain quotidien. On ne peut pas créer une nation quand la famille, le lien fondamental de toute société, est disloqué. Or, c'est elle qui véhicule la morale. C'est elle qui est le pilier. Et l'école n'est là que pour accompagner la famille. Nous ne pouvons pas remplacer la famille. Nous ne pouvons que l'accompagner. Et cette situation qui n'en finit pas, cette insécurité, cette transition éternelle, fait que nos familles sont
Dans les écoles, la plupart des élèves habitent chez une tante ou chez un voisin. Pourquoi? Les parents ne sont plus en Haïti. Ce n'est pas une vie, c'est pas comme ça que l'on construit un pays et ce n'est pas le modèle à perpétuer et c'est ce que ces politiciens veulent. Et eux en premier ont donné l'exemple. Ils ont mis à l'abri tous les leurs pour que ils faire politique là, j'ai dit là. Moi, nous parler de rôle des médias à plusieurs reprises. Vous ne pensez que même société a tout à fait parle pour dire parce que ok, les élites, d'accord, mais la société parce que bon c'est nous tout qui viennent là et c'est parce que nous avons des radios, nous avons des autres qui viennent dans les médias. Et pourquoi la société se tait et ne dit rien? Ça c'est le silence complice, ça c'est vraiment mon incompréhension. Je ne comprends pas que dans une situation pareille, qui mérite un sursaut, qu'il y ait tant de silence à tant de niveaux de la société. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas cette apathie. Est-ce qu'on a été tellement marqué par les périodes dictatoriales qui fait qu'on a peur? Parce que quand même, il ne faut pas oublier que c'est quand on menaçait le gouvernement ou le régime en place, c'est pas ou même seul yo t'es attaqué. Ou t'as dit bon, courageux, m'a défendre l'opinion. Mais non, yo t'es attaqué toute famille, tout voisin, tout le monde t'es fréquenté. Donc peut-être est-ce que c'est cette peur qui nous habite encore? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je m'interroge aussi. Pourquoi ce silence? Pourquoi il n'y a pas comment dirais-je, une mise en commun pour dénoncer tout cela. C'est comme si la vie n'existe pas. On dit que l'État est démissionnaire, les parents sont démissionnaires, mais aujourd'hui, c'est la société qui est... Oui, et comme Maggie disait, elle est éclatée, elle est sous contrôle, elle est perdue, elle est hébétée. Elle réagit aussi. Elle réagit dans le cas de Petro-Caribé. Elle réagit dans certains... Cependant, le drame que nous vivons, c'est quand même le fait qu'il y a l'intolérance qui s'installe. C'est-à-dire, pendant qu'on regarde parallèlement, on regarde une population qui a manifesté, et ça me dit encore une fois, chaque fois que le sortit pour le manifester en masse, il n'y a pas tellement de casse. Il y en a peut-être quelque chose, des dérapages, mais quand il y a des commandos qui se propagent dans la ville et qui voyez roche incendié, c'est là ça il y a un problème. Et là ça moun pas sorti. Donc moi pense que méthode de lutte et c'est peut-être ça Maggie t'a parlé tout à l'heure de volonté de dévier ça que tu as fait là. Cette grande lutte contre la corruption qui s'annonçait, cette grande lutte pour un pays normal qui s'annonçait est en train de dévier vers des autres bagailles que nous pas comprendre. Ici ça n'a pas dit. Oh, il y a des gens dans le pays qui veulent séparer le pays en deux camps. Ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont des réactionnaires. C'est pas vrai. La chose n'est pas aussi manichéenne. On est tous pour le changement. On est tous pour le changement. Et peut-être qu'il y a sûrement des secteurs qui ne sont pas pour le changement, c'est sûr. Mais en tout cas, de la grande majorité, les Haïtiens sont pour le changement. Cependant, nous devons avoir un avis différent sur qui Jean lutte là mener. Oui. Parce que, Wendell, historiquement, toute lutte qui dérivait de la terreur perdue, que ça soit en Colombie, que ça crive guérilla colombienne, non? Que ça soit en Syrie, que ça crive, que dans la Libye, tout n'est, depuis ouais, lutte pacifique là, et société civile là, perdu bataille là, et que les bagages là prend par de l'autre groupe, plus violent, tu perds la lutte, tu pervertis. L'échec sur toute la ligne. L'échec sur toute la ligne. Qui ça a remplacé l'instruction civique, je veux dire? Avant, tu gagnais une instruction civique qui était un bail formel, qui était un livre, etc., qui a été fait répéter. Mais tu as encore la famille haïtienne qui était là, soudée, qui t'a essayé d'aider. Est-ce que ouais, et même quand c'est ton maman seulement que tu es là, mais tu as une hiérarchie, une discipline, un bagage. Maintenant, tout va sauter. C'est-à-dire les relations sont sautées dans la famille, et ti moun yo perdu, le modèle y a attendu dans la rue, fait perdu dans les quartiers populaires longtemps où tu as gagné des familles extraordinaires qui bon je il y a des madame nan a vendre fritaille madame madame Jean sous la lue madame nan vendre fritaille tout le monde a étudié dans des grandes universités à fritaille là c'est-à-dire que et tout le monde doit donc c'est pas des exemples de la bourgeoisie seulement pour prendre non au contraire c'est dans l'exemple quartier populaire où tu as gagné des papas des mamans
qui levait des timouns et qui rendent que timouns ça yo mettez au boss doit plus loin. Boss doit plus loin. Ou t'as pas dit que dans le quartier ça yo c'est pas seulement maman et papa qui élevent Timoun. Voisin a élevé le tout. Dans tout le quartier. Voisin a voyagé. Regardez, notre réunion parents me dit ça. Voisinage, c'est famille. Je ne sais pas imaginer un voisin qui osait caler au Timoun ou bien rappeler au Timoun à l'ordre. Non. Il y avait la vie de quartier. Oui. Mais autrement, pour la question sur le civisme, il faut aussi reconnaître que faire du civisme avec des enfants dans les écoles, leur apprendre le respect de certaines, est difficile. Parce que le civisme, certes, avait des modèles que ça, ou qu'on doit lire information, mais il faut un modèle qui mettait règles ça en application. Ou dit Timounion, voici les règles de conduite, allons dire, de la vie en société. Voici les règles de la circulation. Voici les règles de l'État. Et c'est au de l'État que n'y a pas respecté les règles de la circulation. Ce sont ceux qui sont là pour faire les lois qui violent les lois. C'est l'exécutif qui est chargé d'exécuter et respecter et faire respecter les lois de la République. Quel message contradictoire? Comment peut-on apprendre le civisme à des enfants qui vivent le non-respect de toutes sortes d'îles? Vous dites qu'il faut respecter l'autorité. Qui est l'autorité? Il n'est pas l'autorité parce qu'il est le premier, il s'avilit lui-même. Donc, le civisme est très difficile à enseigner. On peut l'enseigner théoriquement, c'est clair. Mais Timon Nabdi, pour qui ça peut me faire? Regardez un tel, il passe en bas lumière rouge. Pour qui ça me sont égarés? Je dis en bas lumière rouge, je m'attends tout. C'est quand même plein de contradictions et d'aberrations. Il y a un auditeur qui dit bravo, qui dit bravo pour Omar ça ou Ramadan Jean. Je dis, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui est intolérant? Une question auditeur. Superbe question. J'ai l'impression de essayer de répondre là. Ouais. C'est-à-dire que ça qui a passé là, au niveau de l'État, c'est vraiment catastrophique. Et Parlement, gouvernement, tête chargée. Exécutif, législatif, on a un gros problème de gouvernance. Et moi-même, j'ai regardé des séances dans le Parlement, je me dis, monsieur n'a pas rendu compte qu'il a dansé son volcan. Parce que des comportements, des bagages qui ont passé, un pays qui est dans une situation, n'importe qui l'autre, ça a basculé. Et il bascule. Et qu'on y a ça, dit qu'on y a attention. Et nous demandons qu'on y a là à chef et monde qui prend direction, lutte pour le changement. Nous dit il faut changement ça a un sens. Il faut donner du sens à la lutte. Pour le moment, tout part dans n'importe quelle direction, c'est pas possible. Il n'est pas calme dans n'importe quelle direction. Et puis tout ça fait pas qu'à bon. On peut caser 15 machines. Bon, d'ailleurs, un bagage qui est terrible. Ou case une machine ou monde qui était allié ou par contre monde non. Et c'est ça que la terreur aveugle fait. Parce que tu t'attaques à des gens, qui sont peut-être sympathisants de ce que tu veux faire. Ou craser, là par exemple, ou pas tout le monde comme ça, on mettait vous fait tel bagage, ou vient priver de liberté. Donc, vous mettez en face. Mettez en face. Les commandos ont des affiliations politiques et non gouvernementales. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ça, tu sais. Ça pour. Non. C'est pas notre domaine. On ne veut pas, tu sais, être dans une position où on défend le pouvoir face à l'opposition. Ou bien on est contre le pouvoir. Non. Yeah. L'idée, c'est que, une chose dont on est sûr, c'est qu'il faut changer ce pays, il faut changer le système. Maintenant, le changement de système, comme disait Magui, demande de l'imagination, de la créativité. Il n'est pas demandé pour nous reproduire même bagaille. Et qui Haïti n'a vendu à Timoun de demain si tout le monde veut s'en aller? Ça. Voilà. Et c'est peut-être ça que nous si vous êtes capable. Si vous doit répondre aux auditeurs, là, vous avez dit aux auditeurs comme ça, mais nous voulons aller parce que nous voulons mourir avant tout le monde. Nous voulons mourir avant, tout le monde doit même vivre 2 jours. Non, mais question ça, vraiment, c'est une bonne question parce que quand même, tout le monde... Parce que la violence est aveugle. Oui, mais tout le monde veut une belle vie pour son enfant. Tout le monde veut créer un environnement. Et l'on parle demain, l'on parle avenir, quand tout le monde dit en Haïti, pas de demain en Haïti pour tout le monde, pas de demain pour personne. Et les gens qui ce sont des courageux. Seules les minutes comptent. C'est vous ça? Oui.
On va pas dire les heures, dans 2 ou 3 heures, nous sommes avant, il était qu'on dit un jour à la fois, ou pas dire un jour à la fois en Haïti encore, parce que l'on sorti là, ou pas qu'on ça privé, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, on peut pas créer une nation comme ça. Et on ne peut pas, c'est fatigant de voir que d'année en année, son seul bagage nous qu'on fait, se mettre ensemble pour détruire, se mettre ensemble pour nous craser bouler, se mettre ensemble pour nous laguer caoutchouc dans la route. Mais c'est pas possible qu'ils n'a mis ensemble pour dire, dans quartier Pam, non, mais un petit projet pilote nous sommes posés, dans quartier Pam, non, même font un petit jardin et m'a vendre légumes aux particuliers de la région. Dans le quartier Pam, nous avons une l'école. Pour qui ça nous pas mettre tête nous ensemble pour nous construire le pays ça, pour nous accepter que le premier changement que vous faites c'est la caille nous. C'est la caille nous. Changer mentalité et dire dans cœur, dans tête nous pays m'ta remet comme changer en premier. Mais est-ce que là nous pas prêcher dans le désert parce que c'est comme si nous fait rappel, nous rappelé Mounio de bagages que vous connaissez déjà, vous connaissez que vous avez 2 pays, bon, même si vous avez un pays de rechange, mais quand même, tout le côté arrivé, c'est haïtien, on met devant, on dit que c'est ça que oui, mais ça me dit, est-ce que c'est pas intérêt qui est avant tout bagaille? Là, je Belle question. Intérêt. Parce que si c'est pays. C'est inutile qu'on rappelle Mounio pour protéger Timounio qui est à l'école, c'est parce que son l'autre bagage qui a pris clé. Oui, mais intérêt pas ta mauvais en soi, non, et Wendell. Mais si l'intérêt est bien compris, ça veut dire. Ça veut dire que je connais, c'est dans l'intérêt, par exemple, que Haïti a avancé, et si je commerçant, je fait plus comme. Exactement. C'est dans l'intérêt que, par exemple, la vie a moins cher, parce que comme consommateur, je peux acheter plus. Panier de la ménagère là qui a une plus grande. L'intérêt est un moteur. L'intérêt est un moteur, c'est pas négatif. On ne peut pas faire rien sans intérêt. Est-ce que tu comprends? Cependant, le problème, justement, c'est que, et puis Magui t'a dit, il faut nous construire ce nous, Haïtiens, pour nous projeter. Hier soir, on a des matchs de football là, c'est un extraordinaire. L'Haïti fait le deuxième goal là, dans le bruit. Et puis, me dit, là, il n'y a pas de cri argentin ni de cri brésilien, c'est peut-être haïtien. Oui, et vous avez senti quelqu'un dedans. Exactement. Le sport, voilà des choses qui sont de vibration. Le cri haïtien. Donc, on peut construire ce nous haïtien. On peut construire, parce que nous sommes un peuple qui, contrairement à ça, mon a dit, intelligent. Nous pas dans nous l'aide nous là. Il y a des gens qui veulent fourrer dans nous l'aide nous là. Mais l'haïtien refuse la médiocrité, c'est peut-être ça, des fois, elle prend la main sous pauvre pour la chercher de l'autre côté. Oui, et l'intérêt étant le moteur primordial, ce qu'il faut dénoncer, c'est l'intérêt personnel, l'intérêt pour moi et rien que moi, au détriment de l'intérêt collectif. Pourquoi c'est de l'intérêt, ça, moi, n'a pas les tout. Qui ça, nous a dit parents yo qui ont un problème et que Timoun yo pas qu'à à l'école? Dans quel sens? Oui, qui il y a différents niveaux. Oui. Problème à cause de pas qu'à l'école parce que pas de sécurité, il pas qu'à l'école parce que l'école l'enfermait. À cause de gens situation hier. Il y a qui peut. Oui. Imaginons que tout le week-end, il y a des gens qui ont pris l'examen à fait, tout l'examen à fait, etc. Et des fois, m'oblige à dire à des petits gens, écoutez, vous devez avoir une mentalité forte. Préparez-vous. Il y a les examens, mais il y a aussi l'environnement. Tu sais, tu es en train de nous tourner des coachs. La PCF dit, et attention, ne vous laissez pas perturber, concentrez-vous. Mais mes amis, c'est difficile. C'est difficile parce que regarde cette histoire d'enfant qui court à n'importe quel moment. Parce que n'importe qui peut frapper trop fort. Oui. Ça peut provoquer un désastre. Oui, mais moi-même, je t'ai dit parents, honnêtement, c'est là pour sursaut en tant qu'à venir tout. Même gens que yo prend courageux à 2 mains parce que yo connaît examen important et yo tout mène petit yo accompagner gain passer journée à petit pour yo su que y a veille que yo bal sécurité. On t'a dit yo mener ti moun yo l'école. Ça veut dire tant si tout le monde vient l'école là marché. Mais évidemment, si il y a insécurité dans la zone, si il y a une probabilité qu'on ne peut pas tourner la caillou après l'école, je peux comprendre la décision. Mais il serait bon que parents fassent un mouvement de solidarité, parents dans la même zone, parents dans la même école. Mettez tête ensemble pour l'ouvrir frontière ça, pour être capable de faire l'école, trouver l'école tellement important, où tout le monde pas de perdre du jour l'école à cause de ces situations-là. Parce que ça, c'est de l'injustice. Il n'y a pas l'école en Haïti, il y a 2, 3, 4 l'écoles. Eh bien, situation, ça, c'est pas 2, 3, 4 écoles, il y a 10 000 écoles. Alors, nous allons finir. Gondi, toi qui dit pour me poser une question ça pour lui. Bon, pas poser une question ça, afin qu'il fait remarque ça. Il dit que un résultat, c'est le fait que un bonhomme vient casser vite machine, il a tenté à la vie, et il pas même qu'à défendre. Même si c'est en cas de légitime défense. Ouais. Voilà la situation. Oui, c'est terrible. Parce que pour qui ça? C'est une triste réalité. Une réalité qui est triste, parce que finalement,
ou j'ai l'impression que il y a des gens qui disent comme ces peuples-là qu'on connaît, et puis tout le sous deux peuples-là. C'est pas vrai. Ouais. Et que écrasé, c'est parce que justement, il était méprisé, etc. Oui, il est méprisé. Oui, il a subi une violence. Mais il connaît le peuple haïtien, que le pas qu'à bouler pays non plus. Donc, et c'est là peut-être ça. Pierre, vous représentez en quelque sorte le ministère de l'Éducation nationale sur le plateau ce matin. Merci. Ou je dirais le secteur de l'éducation. Pourquoi cette précision? Parce qu'en fait, vous savez, je suis au cabinet du ministre comme expert et je coordonne ce cabinet de point de vue technique. Mais comme je suis dans le milieu et je vends ma parole d'éducateur, je suis un marchand d'idées, donc je préfère me présenter généralement comme éducateur. On va parler de cette enquête ou encore de ce plan d'action et vous le surnommez PET, P-E-T-S. Monsieur Rodriguez, est-ce que vous voulez bien préciser pour nous avant, en fait, d'entrée de jeu? Bon, PET, c'est un nom en anglais, ça sonne un peu horrible, mais... Mais ça ne veut pas dire exactement ce que ça veut dire. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est des dépenses publiques d'éducation. PET, c'est pour Public Expenditure Tracking Survey, ce qui veut dire étude sur la traçabilité de la dépense publique. C'est une méthodologie qui a été établie internationalement. Alors qu'en anglais, quand on parle de PET, généralement, on pense aux animaux domestiques. Voilà, à quatre pattes. Mais ça, c'est pas le cas. Alors ici, l'objet de ces études, dans telle étude, c'est de sortir la façon dont, dans un ministère sectoriel, dans les cas concrets d'Haïti, le ministère de l'Éducation, la façon dont les ressources qui sont allouées par le ministère sont acheminées et sont utilisées et jusqu'à quel point cette utilisation peut être améliorée et peut donner lieu à une utilisation plus efficace des ressources existantes. Est-ce que là, vous parlez des ressources externes ou bien des ressources du Trésor public allouées au ministère? On parle essentiellement de ressources propres, de ressources du Trésor, de ressources domestiques, les ressources que l'État haïtien, dans son budget, alloue au ministère de l'Éducation et comment ces ressources vont arriver jusqu'à l'utilisateur final, en définitive, que c'est l'école. À quel niveau l'Union européenne est impliquée? Alors, l'étude est menée par le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. L'Union européenne accompagne le ministère sur deux plans. Tout d'abord, elle finance le coût de l'étude, fait, soit dit en passant, par une équipe de consultants, une équipe de professionnels originaires du Burkina Faso, ce qui fait aussi que l'approche de ces experts, c'est une approche de quelqu'un qui vit une réalité assez similaire ou assez comparable à celle d'Haïti. Et nous sommes aussi impliqués sur un deuxième niveau parce que, comme vous savez, l'Union européenne finance un grand programme d'appui budgétaire à l'État haïtien, de réforme de l'État. C'est un grand programme d'une centaine de millions d'euros, à peu près 115 millions de dollars au taux d'échange actuel, sur 3 ans, qui comporte une série de paiements fixes et variables. Certains paiements sont faits sur la base d'atteindre certains objectifs et la réalisation de cette étude ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures qui seront toutes les recommandations qui ont été proposées par l'équipe de consultants constitue un de ces objectifs qui va déterminer un des paiements dans ces programmes d'appui budgétaire. Ce sont les deux plans sur lesquels l'Union européenne accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur cette étude. Est-ce que monsieur Jacques Yvon-Pierre, l'expert que vous êtes, peut nous dire exactement ce que l'enquête a révélé? L'enquête a révélé énormément de choses. D'abord, je voudrais signaler que cette enquête a été demandée, voulue par le ministre Pierre-Josué Agino-Cadet, et parce que tout simplement, il est profondément préoccupé
par la mise en place de mécanismes transparents, mais aussi parce que il croit aussi qu'il est temps que le système puisse se donner des stratégies et des moyens pour être efficace et efficient. Dans cette perspective-là, il a compris la nécessité d'amener cette enquête-là, et cette enquête, effectivement, a révélé énormément de choses. Par exemple, d'abord, le premier constat majeur de l'enquête, c'est la baisse significative, justement, des ressources allouées à l'éducation, et qui est déjà tourne aujourd'hui autour de 14%, et alors que il était il y a quelque temps à 18%, ce qui nous met dans une situation énormément compliquée si on regarde les efforts fournis par d'autres pays, notamment on pourrait prendre, comme on a parlé des gens qui ont mené l'enquête, on pourrait prendre l'exemple du Burundi, par exemple, qui aujourd'hui alloue 32% de son budget à l'éducation, et alors que déjà le partenariat mondial de l'éducation fixe à 20%, donc nous sommes encore dans une situation extrêmement compliquée. Et puis il y a les intrants justement aussi qui sont alloués à l'éducation, qui sont faibles. Il y a des problèmes de procédures et normées, et tout comme on pourrait citer des problèmes effectivement de flou, et la centralisation qui pèse très fortement aussi sur le système et qui ne rend pas service au système éducatif haïtien. Ceci dit, on devra s'attendre, peut-être à moyen terme, pour ne pas dire à brève échéance, à des améliorations, à des décisions de la part du ministère. D'ailleurs, il y a un point qui a retenu mon attention, c'est quand on dit que 50% des professeurs du secondaire ne sont pas présents, dans les salles, contre 25% des professeurs de l'enseignement fondamental. Ça, c'est des données préoccupantes quand même. C'est vraiment préoccupant, Wendell. C'est vraiment préoccupant quand vous avez un pays qui a des problèmes graves de ressources, et puis l'État paye 50% de monde qui n'est pas dans la salle de classe, au niveau du secondaire, et 25% au niveau du fondamental. Mais côté monde ça, ça passe. Côté inspection, grand département d'inspection au niveau du ministère. En fait, il y a un problème. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est presque inacceptable. C'est presque inacceptable. Il y a un problème réel de gouvernance, mais qu'on ne peut pas dissocier de la réalité politique complexe du pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une situation qui amène des gens qui réclament le changement, qui réclament une refondation du pays, mais qui se trouvent mêlés dans la destruction du système. Est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment, mais il y a un problème réel, vraiment réel de gouvernance du système, et puis tout le monde croit que c'est eux qui puis mesdames, et ça, les gagner des effets vraiment pervers sur le système public d'éducation et sur le système d'éducation en général en Haïti. Peut-être n'a pour nous approfondir ça. Voyons avec le chef de coopération qui vous a assisté dans les travaux de recherche, et si je ne m'abuse, d'autant qu'on vous a présenté comme l'épine dorsale de ce dossier pour avoir exécuté une bonne partie des recherches dans le cadre de cette enquête. Bon, je ne suis pas l'épine dorsale de l'enquête. Vous êtes quoi? Vous savez, non. C'est une enquête qui a été menée justement par des spécialistes et haïtiens, et IFOCED, des spécialistes étrangers, des gens venus
du Burkina Faso, et puis il y a un ensemble d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont été mobilisés pour réaliser cette enquête. Moi, Oui, en tant qu'expert, vous avez joué votre rôle. Merci, Yvon Pierre. Et monsieur l'ambassadeur, dites-nous, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des éléments chocs, selon vous, dans les résultats trouvés? Il y a effectivement... Ou encore qui vous interpelle profondément? Effectivement, yes. Oui, évidemment, il y a des éléments qui sont frappants. Un des plus frappants a déjà été mentionné, c'est le taux d'absentéisme. Je ne sais pas si qualifier ça comme absentéisme, parce qu'on se demande vraiment l'origine de cet absentéisme. Ça, c'est de toute évidence un des éléments qui nous a plus interpellés. Et, en général, il y a d'autres éléments, comme par exemple que l'élaboration du budget, l'élaboration de besoins de différentes entités qui conforment disons, les bras opérationnels du ministère, qui sont toutes les entités déconcentrées, direction départementale, bureau d'inspection des zones, les propres écoles. Le budget, l'estimation des besoins pour l'année n'est pas faite en tenant compte de quels sont les besoins et quelles sont les demandes des différentes entités déconcentrées. Ça veut dire que les écoles, les directions départementales, les bureaux d'inspection des zones reçoivent une dotation budgétaire, une allocation, sans avoir été préalablement consultés sur leurs besoins. D'autres éléments qui nous ont aussi interpellés, c'est ce qu'on appellerait les déperditions de ressources depuis qu'ils sortent du siège central du ministère jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur final, qui est l'école, qui est la communauté scolaire. Et il y a la partie salaire, dont cet absentéisme est une manifestation de déperdition, d'une certaine déperdition de ressources pour ce qui concerne les salaires. Mais il y a aussi des déperditions qui ont été constatées sur les kits scolaires, sur les manuels scolaires. L'équipe d'experts n'a pas pu vérifier sur le volet cantine scolaire parce que les données n'ont pas été disponibles. Mais il y a toutes ces déperditions qui sont souvent expliquées par un manque des éléments de redevabilité. C'est-à-dire il n'y a pas de système, si l'entité, l'école ou la direction départementale ne connaît pas préalablement quelle est l'allocation qui lui a été allouée, il peut mal se rendre compte que ce qu'il reçoit, c'est moins de ce qui lui a été vraiment alloué. Parce qu'il y a ce manque d'information et de transparence dans le système. Voilà, ça c'est un peu... ensuite, il y a aussi la propre gestion administrative, où il manquerait des manuels, des instructions. N'oublions pas qu'un directeur d'école n'est pas uniquement un enseignant, il est aussi un gestionnaire, un gestionnaire administratif. Mais ils n'ont pas été ni formés ni instruits pour cette gestion administrative, ce qui rend encore plus difficile pouvoir rendre compte par la suite de l'utilisation de ces ressources. C'est une enquête qui a révélé bon nombre de choses, mais à quoi ça va servir, Monsieur Yvon Pierre? Déjà, si vous voulez mettre en place un système qui soit transparent et qui s'inscrit dans une perspective de reddition de comptes, il faut outiller le système. C'est-à-dire, les directeurs d'école, si je prends le cas des directeurs d'école, et des directeurs d'école publique, on ne peut pas accuser un directeur d'école qui n'a pas été formé pour gérer son école. Or, ce qui se passe justement, c'est que ce qui se passe maintenant au niveau des écoles publiques, c'est que vous avez des directeurs d'école qui n'ont absolument
aucune notion en gestion, aucune notion en administration, qui ne savent même pas qu'il faut conserver, par exemple, une facture reçue, etc. Donc à ce moment-là, vous cherchez les informations, vous n'en trouvez pas, et vous ne pouvez même pas rendre le responsable de cette situation, parce qu'effectivement, vous n'avez pas pensé à former ce responsable-là, et vous n'avez pas pensé à outiller ce responsable-là. Il ne sait même pas qu'il est dans une situation qui tendrait même à ce qu'il soit accusé de malversation. Est-ce que l'enquête a révélé aussi le nombre d'écoles entre guillemets publiques maintenant reconnues? Bon, moi, je ne crois pas qu'il y a ce cas d'école publique non reconnue. Ce qu'il y a, c'est que parce que normalement, le processus, c'est la procédure permettant de créer une école publique, ce processus est clairement établi. Il y a tout simplement une situation qui amène des fois très souvent, pas des fois, des politiciens à ignorer la carte scolaire et à faire, dans une logique électoraliste, à faire fi de ces questions-là et à créer des écoles en veux-tu, en voilà. Mais c'est il y a de nombreux cas, il y a beaucoup d'exemples en ce sens? Il y a des exemples. Il y a des cas. Il y aurait combien d'écoles, par exemple, créées par des politiciens et qui ne tiennent pas compte, qui ne tiendraient pas compte des normes? Non, je n'oserais pas avancer de chiffres. Je ne les ai pas présentement, mais il y a une situation vraiment énorme qui mérite d'être corrigée. Maintenant, on comprend que entre autres objectifs de cette enquête, c'est, je dirais, c'est permettre à ce que les écoles fonctionnent en toute transparence, que le ministère ait une idée exacte de ce qui se passe dans les écoles. Probablement, vous allez envisager des possibilités de rectifier, de corriger, d'améliorer. Mais avec l'Union européenne, par exemple, vous encadrez financièrement en général. Et c'est ce que vous faites. Oui. Maintenant, comment allez-vous utiliser les données de cette enquête pour une meilleure école? Alors, la suite de cette enquête, c'est une charte de recommandations, de propositions faites. Il y a eu un atelier il y a 3-4 semaines ici à Port-au-Prince où les experts ont présenté le résultat de leurs travaux et pendant 2 jours, des membres de toute la communauté scolaire ont travaillé pour proposer toute une série de recommandations et de mesures qui, si elles sont mises en place, peut mener à une meilleure utilisation, à une utilisation plus efficace, plus efficiente de ces fonds, des fonds qui sont alloués au ministère. Ça va se traduire en toute une série de mesures qui pourront être mises en place par le ministère. Et comme j'ai dit au début, nous enchaînons avec notre autre programme, celui d'appui budgétaire général à l'État haïtien, dans lequel un des indicateurs qui sert pour fixer les déboursements des tranches variables est précisément la mise en place des recommandations dérivées de cette étude. Alors, tout ça, c'est évidemment... Elles sont combien, ces recommandations? Une dizaine, une quinzaine? Et bon, elles tournent autour de 4 axes principaux. Dans chacun de ces 4 axes principaux, il y a, je crois, je ne sais pas exactement ici, mais 3-4 mesures, ce qui fait en tout une vingtaine de mesures que, si elles sont mises en place, on peut mener à ce que, avec les ressources existantes, l'impact sur la communauté scolaire soit plus grand.
et les ressources puissent arriver de façon beaucoup plus efficiente, pourtant avec un meilleur impact donc sur la communauté. Ce sont donc les préalables, je dirais. Tout à fait. Ouais. Je préciserai par rapport au travail qui a été réalisé au niveau de l'atelier que ces 4 mesures préalables et ces 4 axes préalables et les mesures sur lesquelles on a travaillé finalement ont abouti à 8 axes. Et le 6e axe, qui est un axe majeur, c'est le renforcement du contrôle citoyen. Parce que vous savez, il est fondamentalement impossible de faire bouger le système sans la participation citoyenne, sans que la communauté ne s'y engage pas. Et il y a des pays qui l'ont fait et les résultats sont clairs. Le cas de la Tanzanie, c'est un cas très connu où il y a une intégration une intégration forte, si vous voulez, de la communauté et particulièrement des parents dans la vie de l'école, et ça donne le résultat que cela donne. Trop souvent, c'est une approche participative. Trop souvent, dans notre cas, il y a parce que l'État est régulateur du système, les gens de la communauté se mettent à l'écart. On laisse tout sur le compte de l'État. On laisse tout sur le compte de l'État. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, vous savez, la participation citoyenne, c'est elle qui permet d'assurer le contrôle social. C'est elle qui permet aux gens qui veulent avoir des pratiques qui nuisent, qui sont nocives au système, de savoir qu'ils sont sous contrôle de l'ensemble de la population et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Oui. Moi, je voudrais rajouter, si vous permettez, quelque chose à ce qu'il vient de dire, c'est que Haïti, c'est quand même un cas admirable, si je peux dire, pour ce qui concerne l'intérêt de la population à l'éducation. L'éducation est vue par beaucoup de familles dans des situations vraiment très précaires comme le seul ascenseur social existant. Et l'importance que la plupart des familles donnent à l'éducation ici en Haïti, dans ce pays, est admirable, je peux dire, parce que n'oublions pas qu'une partie importante de toutes ces ressources qui terminent par ne pas arriver à destination sont remplacées par les ressources mises par les familles. Souvent avec des efforts, vraiment des très grands efforts, parce que ce sont des familles qui peinent à couvrir les besoins élémentaires et qui quand même dédient une partie importante de leurs ressources à l'éducation, à compléter ces ressources que l'État, ces ressources de l'État qui n'arrivent pas. Est-ce que vous avez, monsieur, une question à vous deux, et pour ne pas dire que ce sera la dernière, avez-vous en quelque sorte identifié les poches de résistance dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action? Enfin, le cadre de la révélé, mais évidemment, par rapport à notre connaissance du milieu, nous connaissons quelques poches de résistance, mais nous préférons mettre l'accent sur la nécessité de renouveler le système, de le moderniser et d'insister aussi sur l'importance et les enjeux de la participation citoyenne pour avoir une école haïtienne qui puisse répondre aux besoins de l'heure. Vous avez un élément de réponse à la question? Moi, je vais la tourner. Je vais lui faire un 180 degrés. Moi, je dirais plutôt, évidemment, il y a changé. Les humains, nous sommes toujours résistants au changement. Mais quand même, il faut saluer, plutôt que la résistance, l'intérêt. L'intérêt de ce ministère, n'oublions pas que c'est la première étude PET qui s'est faite en Haïti, et ça s'est fait au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a manifesté son souhait d'être le premier à faire ça. N'oublions pas que c'est un ministère qui regroupe presque la moitié de la fonction publique haïtienne. 44% des employés publics de ce pays travaillent pour le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. Alors, ça n'a pas été facile pour le ministère de l'Éducation nationale pouvoir tirer en avant
avec cet intérêt et cette volonté, cette étude. Évidemment, il y a des petites pauses de résistance ici et là, mais il y a une forte volonté de la part du ministère de tirer en avant. Vraiment la dernière, monsieur. À quel niveau pourrait-on placer votre optimisme dans l'implémentation des recommandations? Moi, je suis généralement optimiste. Mais je dirais, je suis optimiste aussi parce que, justement, les parents, la communauté éducative haïtienne, en général, quand elle comprend les choses, elle réagit bien. Et moi, je crois que, et comme il a été souligné ici, et l'éducation est vue par les parents haïtiens comme vecteur de transformation et qualitative, vecteur de transformation sociale. Et quand ils ont compris tout l'enjeu de l'éducation, je suis sûr que ça va changer. Monsieur Wyss, vous êtes optimiste? Je suis toujours optimiste, de nature optimiste. Et je suis ici en Haïti. On me demande parfois qu'est-ce que j'ai fait pour m'envoyer en Haïti. Non, j'ai demandé volontaire. Je suis ici parce que je voulais venir en Haïti, parce que je crois que c'est un pays qui a un potentiel énorme, où notamment dans le secteur de l'éducation, comme il a dit aussi, il y a, comme je signalais, il y a une volonté de la part des gens d'améliorer les choses. C'est un ministère qui est prêt à jouer les jeux et je crois qu'on peut obtenir des résultats positifs. Et comment vous avez vécu, ces moments empreints de menaces qui ont précédé les épreuves officielles? Les épreuves officielles, une certaine frustration, une certaine, comment dirais-je, ici il faut toujours avoir en tête que les choses ne vont pas toujours se passer comme c'est prévu. Il faut toujours avoir une certaine capacité d'improvisation et d'adaptation, mais ça aurait été vraiment dommage que 9 mois d'efforts de milliers de personnes soient avortés de cette façon juste au moment des examens. Yvon Pierre? J'ai ma fille qui subit présentement les examens de 9e année. Avant de venir ici, j'ai été justement au centre d'examen où elle doit composer. Je l'ai amenée parce que je crois effectivement que ça vaut le coup que les élèves subissent ces épreuves-là. Jacques-Yvon Pierre, expert en éducation, chercheur, et qui a contribué à la réalisation du PET, n'est-ce pas? Et M. Anicito Rodriguez-Ruiz, qui est premier conseiller et chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir partager avec nous les résultats de cette enquête et les résultats de